Des gorges, des cosses, des terres forts. Ici, c'est une frontière géologique entre Quercy et Rouergue. Et ce sont les sous-sols qui ont déterminé les paysages et les activités des hommes. Aujourd'hui, je vous propose de remonter le temps de la vallée de la Bonnette aux gorges de l'Aveyron. Le jour se lève. Dans le brouillard de l'automne, Notre-Dame-des-Grâces. Nous sommes aux confins du Tarn-et-Garonne, sur la commune de la Capelle-Livron. Sous la mer de nuages, la vallée de la Bonnette, qui sépare deux entités géographiques distinctes. C'est une frontière naturelle entre le Quercy et le Rouergue. Ces lieux, Thierry, se prêtent vraiment à la contemplation. C'est incroyable. C'est un lieu exceptionnel pour déjà découvrir la vallée de la Bonnette et puis les deux terroirs qui sont tout autour. Là, on est vraiment sur le Causse avec des sols maigres, une végétation un peu rase. C'est le moins qu'on puisse dire. Et de l'autre côté, là-bas, c'est le terre fort, c'est-à-dire les terres argileuses, les terres plus riches. On change de pays alors. On change de pays, oui. Là, c'est plutôt le Causse du Quercy. Et là, on se rapproche du Rouergue et de ses caractéristiques qui sont assez différentes. Qu'est-ce qu'on va trouver sur le Causse comme agriculture? Il y a surtout de la brebis. De la brebis et des pâturages pour les brebis. Et là-bas, par contre, ce sont des prairies, des vaches comme élevage et beaucoup plus de culture. De céréales, oui, tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé géologiquement ici alors? Géologiquement, alors les gens pensent souvent à la faille, à la cassure. En fait, c'est tout simplement les couches qui sont inclinées. En fait, les couches qui sont là-bas, elles plongent vers nous et elles passent en profondeur sous le Causse. Et ces mouvements se sont opérés à quelle époque? Ça s'est passé quand les Pyrénées se sont formées et ça remonte à peu près, allez, pour faire simple, à 45 millions d'années. Du Causse, on a plusieurs accès pour descendre dans la vallée de la Bonnette. Il y a plusieurs accès, mais celui-là, je l'aime beaucoup parce que d'abord, ça part du village de Loz. La Loz, c'est la dalle calcaire typique du Causse. Et puis surtout, ça permet de voir ici un très bel affleurement qui permet de retrouver un petit peu l'histoire à l'échelle des millions d'années, avec la superposition entre les deux terrains que nous avons évoqués tout à l'heure. Donc en bas, ici, on a vraiment des terrains qui sont noirs, plus tendres, émiettés. Ce sont des terrains avec une dominante argileuse, ceux du terre-fort. Et puis on voit un contact très très marqué. Et au-dessus, les calcaires du Causse, sur lesquels sont construits la chapelle de Notre-Dame-des-Grâces. C'est incroyable, c'est qu'on voit les racines des chênes. On trouve beaucoup de chênes sur le Causse. Alors le chêne pousse assez bien sur le Causse, il résiste bien à la sécheresse et les gens ne comprennent pas parce que c'est le rocher souvent qui affleure. En fait, il y a tout un tas de veines, de fissures qui ont été élargies par l'eau et le chêne faufile ses racines là-dedans et du coup même quand il y a plusieurs mois sans pluie, il arrive à tenir le coup. Des chênes qui sont souvent truffiers. Les chênes du Causse sont des chênes truffiers, mais bon, malheureusement, ils en ont le nom. Ils n'ont pas toujours les truffes. Il y a 180 millions d'années, les paysages du Causse avaient une toute autre physionomie. Pas de relief, mais de l'eau. Sur les Causses, c'était la mer. On poursuit, Thierry, notre voyage dans le temps. Qu'est devenue cette mer de 180 millions d'années? Les 180 millions d'années, c'était les Bahamas. Ça a duré à peu près dans la région jusqu'à il y a 150 millions d'années. Et puis la mer s'est retirée. Et la région donc s'est retrouvée à l'air libre. Et c'est devenu un plateau, très semblable au plateau actuel en termes de relief. Par contre, sous un climat tropical. Et on le sait à travers différents fossiles qu'on a pu trouver. Notamment, on trouve couramment du rhinocéros, de l'hippopotame, du tigre, de l'antilope, des perroquets. Il y a même des perroquets qui portent le nom du Quercy d'ailleurs. Donc toute une faune dont on a les vestiges formes d'ossements.
et qui traduit un climat, bon, pour faire un parallèle avec l'actuel, on va dire le Sud-Sahara, quoi, le Sahel à peu près, voire un peu plus au sud quand on va vers le Sénégal. Où est-ce qu'on va trouver ces fossiles? Bon, dans le sol, mais... Alors, à la surface du côte, vu qu'il n'y a presque pas de terre, c'est pas là qu'on va les trouver. En fait, on va les trouver dans des gouffres comme celui qui est là. C'était des pièges naturels comme aujourd'hui, et à l'époque tropicale, donc les animaux tombaient à l'intérieur, et leur reste pouvait très bien se fossiliser. C'est-à-dire que c'est le trou qui semble tout à fait naturel, en fait, il était rempli. Il était rempli d'argile qui contenait ces fossiles, et on n'a évidemment pas creusé pour les fossiles. On a creusé pour quoi? On a creusé, en fait, pour du phosphate. Mais c'est quoi le phosphate alors? C'est quelque chose qui va être utilisé comme engrais essentiellement. Et au XIXe siècle, c'est le début de l'utilisation des engrais donc pour l'agriculture. Et il y a une espèce de fièvre à l'échelle de l'Europe. Et cette fièvre a secoué le Quercy pendant une quinzaine d'années seulement. Mais bon, ça a conduit quand même, ça a laissé des traces parfaitement visibles. Sur un site comme ça, il y avait facilement 50, 60, 70 ouvriers qui travaillaient. Effectivement, ça a généré une activité importante. Et quand est-ce que cette exploitation s'est arrêtée? L'exploitation, la principale exploitation s'est arrêtée vers 1886, mais en fait ça a continué de façon un petit peu sporadique jusqu'au tout début du XXe siècle. Le phosphate extrait au XIXe siècle des carrières de Quélus était broyé dans les moulins de la vallée de la Bonnette avant d'être acheminé en Angleterre, où il était acheté à prix d'or et utilisé comme engrais. Au pied du causse du Quercy, la vallée de la Bonnette bénéficie d'eau provenant de résurgences, de sources, de rivières et d'un système hydraulique ingénieux pour actionner les moulins. C'est surprenant cet endroit. Ah, c'est inattendu. Tout à fait. On rentre dans une grotte avec ce grand porche. On va trouver au fond de cette grotte de l'eau. Et cette eau, en fait, elle vient des plateaux calcaires qui sont au-dessus des causses, de la perte du Cross. Le Cross, c'est quoi? C'est un petit ruisseau, voilà, et puis qui va divaguer dans les plateaux calcaires pour ressortir ici et ensuite alimenter tous les moulins de la Bonnette. Le débit n'est pas très important, Nathalie. Et non, sur la Bonnette, on est sur l'Écosse, c'est un endroit où il ne pleut pas beaucoup. Il y avait des retenues d'eau en amont, donc chaque moulin va avoir une retenue d'eau et un petit bief, voilà, qui va ensuite alimenter ces différentes roues. Donc tous ces moulins vont être en cascade et pour pouvoir s'alimenter les uns les autres. Ça, c'est des moulins qui sont plutôt apparus au 19e siècle. À cette époque-là, on utilise la force hydraulique. Pour actionner... Tout à fait. C'était l'énergie qu'on avait dans le coin. On avait de l'eau et du bois et du vent. Voilà, donc on a à la fois des moulins à eau et sur les plateaux, sur l'Écosse, des moulins à vent dont on servait aussi pour faire de la farine des différentes céréales qu'on pouvait trouver dans le coin. Ce moulin s'appelle le moulin du lac Doubs. Voilà, donc le moulin des sources, Las Dots en occitan. Donc en fait, tout simplement parce qu'il rassemble les eaux de plusieurs sources qui sortent de ce petit cirque, sous la grotte de Saint-Géry. Il va alimenter ce bassin qui est une retenue d'eau, et ensuite pour alimenter les différents moulins de la Bonnette. La vallée de la Bonnette compte 23 moulins à eau. C'est une concentration exceptionnelle sur un parcours très court d'à peine 20 km. Le plus vieux moulin date du XVIe siècle. Le long de la vallée de la Bonnette, on va longer des canaux. Voilà, donc ce canal en fait amène de l'eau jusqu'au moulin de la Vignasse, qui a été restauré par Benoît Chameroy et sa femme. Et donc il a complètement réhabilité ce moulin, en même temps que son métier d'agriculteur. Ils élèvent des chèvres ici. Je vois que vous êtes en plein travail. Oui, ça nécessite de l'entretien? Oui, on a toujours besoin d'entretenir un petit peu tout ce qui est cours d'eau, écoulement d'eau. Donc vous êtes le dernier meunier de la vallée? Pas vraiment dernier meunier dans le sens où, effectivement, c'est le dernier moulin qui fonctionne sur la ribambelle de moulins qu'on peut trouver sur l'axe de la Bonnette. Mais meunier, c'est pas le terme qui correspond exactement dans la mesure où c'est pas mon métier. C'est une passion, on fait fonctionner le moulin par passion, mais pas dans un but lucratif. Donc on est paysan avec des chèvres depuis fin 2000. On peut aller voir? Bien sûr, allons-y. Voilà, la paire de meules du moulin de Vignasse.
Donc là, c'est une paire de meules en silex qui sont des meules pour la farine panifiable. Voilà. Ce moulin faire son pain. Pour faire son pain, voilà, tout à fait, pour la consommation humaine. Le grain est contenu ici, dans la trémie. Il s'écoule ici au cœur de la meule, hein, avec un système qui permet de distribuer le grain de façon régulière. Le grain se trouve coincé entre les deux meules. Par force centrifuge, la farine extraite sur l'extérieur du coffre et ressort ici, complètement moulu, en farine complète, par ce petit orifice. C'est un beau métier, le métier de meunier au 19e. Le métier de meunier, c'était un très beau métier, mais qui est tombé en désuétude un peu après la Deuxième Guerre mondiale, je pense. Les moulins ont refonctionné un petit peu pendant les guerres, et puis ensuite, ça s'est complètement éteint. Il y avait une corporation. Il y avait une corporation de meuniers. Les meuniers étaient respectés, c'était presque les bourgeois des villages. Hein, c'était des gens très très riches. Voilà, dans cette vallée de la Bonnette, ce qui est agréable, c'est son intimité. Et puis aussi tout le petit patrimoine lié à l'eau. Il n'y a pas que les moulins. Il y aura aussi des lavoirs, des puits. Et c'est tout ça qui est agréable aussi à découvrir. On a de la chance aussi que cette vallée, elle soit en fait peu fréquentée. Elle est utilisée un petit peu pour l'agriculture, mais essentiellement pour des pâturages et peu pour des cultures en fait. Donc cette partie amont de la Bonnette, au-dessus de Caylus, sur 10 km, est très préservée. Donc le lavoir, dans lequel les lavandières des maisons qui étaient au-dessus, et en particulier sur le plateau, venaient laver leur linge. Voilà, ici on va retrouver pas mal d'amphibiens, de la grenouille verte, de la grenouille agile, un petit peu plus haut, et aussi des tritons marbrés. Grenouilles, tritons et salamandres, toute une faune adaptée aux bords de rivières, aux prairies humides, et que l'on peut aussi retrouver au pied de la cascade, dans le gour de la fontaine pétrifiante. L'eau, claire et limpide, légèrement turquoise, caractéristique des eaux karstiques, se charge du calcaire du Causse et le redépose en concrétion insolite à sa résurgence. En suivant la vallée de la Bonnette, on arrive à Caylus. Au Moyen-Âge, Caylus est un bourg important. Son histoire est intimement liée à l'histoire de France. Après l'incendie de la ville par Simon de Montfort, lors de sa croisade contre les Albigeois, on reconstruit la rue principale, large et droite, dans les fossés du château le long du mur d'enceinte. La rue droite est commerçante. Elle se pare de boutiques et de riches demeures, dont l'énigmatique Maison au Loup. Au cœur de Caylus, les Halles, robustes, centre névralgique de la cité. Dans la pierre des rebords, des mesures à grains sont creusées. À quelques encablures de Caylus, l'abbaye de Beaulieu. Les moines cisterciens avaient eu la judicieuse idée de s'installer sur des terres riches du Rouergue. Là aussi, l'eau abonde. C'est une vallée parallèle à la Bonnette, la vallée de la Seille. Les moines avaient canalisé la rivière afin d'alimenter le monastère et ses viviers. L'église est un beau vaisseau portant la marque du gothique flamboyant méridional. Simplicité et dépouillement. Viollet-le-Duc voulait démonter l'église et la rebâtir à Saint-Antonin-Nobleval, cité médiévale voisine, logée dans un cirque au bord de l'Aveyron. C'est l'eau, Michel, qui a fait la richesse de Saint-Antonin. Elle est partout. On peut dire même sa fortune du Moyen-Âge jusqu'à il n'y a pas si longtemps que cela, disons jusqu'à la moitié du XXe siècle. Il a d'abord fallu penser traverser cette eau, l'Aveyron. L'Aveyron. Donc sur l'Aveyron, nous avons un pont qui est un des premiers ponts qui a traversé l'Aveyron, ce qui était important puisque ça permettait au Saint-Antonin de faire du commerce jusqu'à Cordes. Et on payait pour passer. Il y avait bien sûr un péage, comme partout, hein, c'était la tradition. Voilà. Et alors l'eau à Saint-Antonin, il y en a partout. Il y a des sources partout, il y a 2 rivières. Et alors nous avons eu beaucoup de moulins, mais nous avons aussi des tanneries. Et nous sommes ici dans le quartier des tanneries. On utilisait l'eau pour laver les pots, pots qui venaient des bêtes des alentours qu'on trouvait sur les costes. Tout à fait. Le sabrage se faisait ici à Saint-Antonin, on retirait la laine et ensuite ils avaient ici un séchoir
Il y en a un peu partout autour de nous, c'est des séchoirs. Et c'était un commerce très florissant. Les peaux et les cuirs étaient utilisés pour tout à cette époque, même pour faire du papier. Après le commerce des peaux, de la mégisserie, etc., on va développer une autre activité au début du XXe siècle, le thermalisme. Oui, c'était un petit peu la mode depuis le 19e. Donc, et Saint-Antonin a pensé que puisqu'il avait une source, la source de Salette, qui a été appelée par la suite la source du Prince Noir, sans doute qu'il serait intéressant de faire une station thermale. Elle avait des qualités cette eau ? Oui, tout à fait, oui, pour les reins, pour la goutte notamment. Alors le thermalisme débute, il commence à y avoir pas mal de monde. Un sous-préfet vient, ça fait de la publicité. Il avait ces grands vélos qu'il y avait à l'époque avec une grande roue devant, une petite roue derrière, c'était une attraction. Et puis tout se passe bien, tout se développe. Le casino commence à fonctionner. Hélas, les inondations de 1930 ont tout démoli. Tout a été perdu par les inondations. Et tout s'est éteint à ce moment-là. Tout s'est éteint à ce moment-là d'un seul coup. Plus d'activité thermale à Saint-Antonin, mais l'eau se prête à bien d'autres pratiques. Aujourd'hui, c'est le tourisme, la nouvelle richesse de la ville. On peut, dans cet environnement préservé, pratiquer de nombreux sports de pleine nature. Descendre la rivière Aveyron en canoë. Les eaux sont plutôt calmes, mais quelques difficultés pimentent l'escapade. Du canoë, on ressent parfaitement la symbiose entre la ville et l'eau. On découvre autrement les quartiers des bords de rivière de Saint-Antonin-Nobleval. On imagine l'effervescence qui devait régner sur les rives de l'Aveyron. On venait laver les peaux, le linge, embarquer des denrées à commercialiser, qui partaient vers Montauban pour rejoindre le Tarn, puis la Garonne, vers les grands ports de négoce. La végétation au bord de l'eau est luxuriante et contraste avec les pelouses sèches des causses qui cernent ses gorges. La rivière serpente, du cirque de Bonne au saut du Loup, et certaines parois verticales atteignent 200 mètres. Le territoire des gorges, avec ses falaises, corniches rocheuses et grottes, présente des milieux naturels bien particuliers. Ce chemin d'eau fut un chemin reconnaissable pour les hommes. Il y a 100 000 ans, l'homme de Néandertal fréquentait la vallée de l'Aveyron. Je m'aimais pas Christian dans ceux de nos ancêtres. Ah oui, tout à fait, vous avez raison. Il y a plein de raisons à ce que ça soit vrai. Regardez ce que l'on trouve quand on cherche un peu. Voilà une hache, une herminette en fait polie. Ça a 5-6 000 ans. Mais quand on parle d'ancêtres plus lointains, ben voilà ce que l'on peut trouver. Ça, c'est l'homme de Néandertal, ce qu'on appelle un biface. Donc c'est très grossièrement taillé et c'est caractéristique de cette période-là. Ça, c'est au minimum 50 000 ans par rapport à maintenant, mais vraisemblablement 100 000 ans. Alors qu'est-ce qui se passait ici il y a 100 000 ans ? Alors il y a 100 000 ans, on était dans un autre paysage, dans un autre monde. En fait, on a subi des glaciations et on était dans une période qui était plutôt interglaciaire, donc avec des arbres différents, mais un relief à peu près similaire. La rivière Aveyron, qui s'appelait pas comme ça, avait déjà tracé son chemin, et ce chemin-là, c'était celui des hommes et celui des grandes migrations des animaux. Donc qu'est-ce que faisaient les chasseurs-cueilleurs de cette époque-là ? Ben, ils suivaient leur garde-manger. Et donc en fait, ils suivaient les rivières, qui étaient aussi le chemin de ces grands animaux, des rennes par exemple, qui venaient s'y abreuver, mais qui trouvaient dans le dessin de la rivière, enfin des chemins de migration vers des pâturages de meilleure qualité. Et les hommes étaient sur ces falaises ? Alors les hommes, non. En fait, ils étaient beaucoup plus près de l'eau parce qu'ils en avaient besoin aussi. Et puis l'eau a érodé les parois et a creusé en fait ce qu'on appelait après des abris sous roche. Ce que l'on sait, c'est qu'ils ont été occupés en fait il y a environ 15 000 ans. Et chose formidable, en fait, un naturaliste de Montauban, Victor Brun, dans les années 1964-65, a découvert en fait sous Bruniquel des abris avec des chefs-d'œuvre absolus, vraiment absolus. Il y en a un qui est célèbre, qui est le cheval bondissant. C'est une sculpture dans un os qui est vraiment démonstrative en fait. On voit un cheval bondissant. On a cru à un moment donné que c'était un propulseur, mais le dessin même de l'outil n'est pas fonctionnel. Donc c'était pas un outil, c'était une œuvre d'art déjà ? C'est une œuvre d'art gratuite, de l'art pour l'art déjà. Vous parliez d'un squelette. Oui, absolument. La dame de Bruniquel. La dame de Bruniquel, elle a plus de 13 000 ans.
Ça devait être une très jolie dame. Et elle a été découverte en fait 3 ans avant l'homme de Cro-Magnon. Mais pas de marketing à l'époque. Mais si on voulait être logique, on parlerait aujourd'hui de la dame de Bruniquel, tout en laissant à l'homme de Cro-Magnon toute sa place, ça va de soi. Donc ce territoire a donné une période de datation à la préhistoire? Oui, absolument. L'étage de Bruniquel qui correspond au Magdalénien supérieur le plus ancien. Et donc en gros moins de 17 000 ans par rapport à maintenant. Les premières habitations dans cette vallée, ça a été les abris sous roches et les grottes. Tout à fait. Donc les grottes dont certaines sont ornées. Et puis au fur et à mesure que le temps a passé, les populations se sont agrandies, ils se sont sédentarisés et ils ont construit des villages. Et puis il fallait défendre les villages. Il y avait parfois des intérêts stratégiques forts. On ne s'est pas implanté n'importe où. Oh non, jamais n'importe où. En fait, sur des places qu'on appelle stratégiques maintenant, qui étaient des pitons rocheux qui permettaient de voir de très très loin. Et de nombreux châteaux en fait. Sur la vallée de l'Aveyron, on en a 2 magnifiques. Celui de Pennes qui est grandiose et à quelques kilomètres plus loin celui de Bruniquel. Des paysages escarpés, une nature sauvage et préservée, des vestiges de châteaux qui semblent faire corps avec la falaise. Voilà tout le pittoresque des gorges de l'Aveyron. À peine 10 km séparent Pennes de Tarn de Bruniquel. C'est l'aspect médiéval de ce village qui vous a séduit, Christian? Ah, totalement. En fait, quand je suis arrivé dans la région, il y a un peu plus de 26 ans, on m'avait vivement conseillé de visiter Bruniquel. C'était une histoire d'amour immédiatement, un coup de foudre. Une révélation. Une vraie révélation. Un joli petit village médiéval, avec des rues fleuries, des noms évocateurs. Comme la rue Bonbecu, par exemple. L'autre qui s'appelle Trottegarce. Donc on imagine très bien ce qui s'y passait. La vie qu'il y avait dans ces villages au Moyen-Âge. Alors, absolument. C'était, loin de ce que l'on peut imaginer, une cité importante sur les grandes routes commerciales du milieu du Moyen-Âge. Et on a retrouvé dans les cartes allemandes, en particulier des grandes compagnies, comme la Compagnie des Indes, par exemple, les grandes compagnies marchandes, on voit Bruniquel comme un centre stratégique pour le safran, pour la vente du safran. C'était une épice qui équivalait de l'or. C'était exactement. Ça le vaut toujours, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a des maisons avec une belle architecture. On sent l'opulence. Absolument, vous avez bien raison. On avait des villas, des maisons marchandes. Oui, de grands marchands. De gens qui étaient certainement immensément riches pour l'époque. Et ça laisse soupçonner, en fait, la fortune que ces gens-là étaient capables de se faire, en particulier avec la vente du safran. La ville de Bruniquel a été fortifiée. On a encore quelques vestiges. Absolument. En fait, juste derrière nous, nous avons la porte Méjeanne, qui était une des portes importantes, en fait, qui permettait de rentrer dans le village, de se diriger vers le château, les fortifications ayant pour rôle essentiel, naturellement, la protection du château et de la population du village. Ce qui est spectaculaire ici, ce sont ces 2 châteaux parfaitement préservés. Oui, absolument, sur une position stratégique extraordinaire. En fait, un piton qui élève le château à quasiment une centaine de mètres au-dessus de la rivière Aveyron. En fait, sont nés 2 châteaux. Un château dit vieux, le premier, qui a vu le démarrage de son bâti vers le XIIIe siècle. Et puis un château plus récent qui est arrivé 2 siècles après. Ça, c'était lié au fait que les familles ne s'entendaient pas. Donc en fait, ils ont décidé d'habiter l'un à côté de l'autre, mais séparés. Donc ils ont construit un nouveau château pour éviter de côtoyer la première partie de la famille qui était persona non grata. En 1975, Bruniquel a servi de décor pour le film de Robert Enrico, Le Vieux Fusil. Un film marquant qui évoque la tragédie d'un homme qui se transforme en tueur impitoyable lorsqu'il découvre le massacre de ses proches. Ce tournage fut un moment unique dans l'histoire du village et les figurants, très nombreux, n'ont jamais oublié cette aventure. De la vallée de la Bonnette aux gorges de l'Aveyron, en passant par les villages de Quélus, Saint-Antonin, Bruniquel, on est séduit par la qualité de ces paysages préservés, à la fois intimes et spectaculaires, et surtout terriblement romantiques.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, mais ça c'est la photo qu'on avait prise le jour de la plantation des mets. C'est la fête qu'on fait traditionnellement pour fêter nos nouveaux élus sur le village de Parisot. Donc je te propose que si tu veux en savoir plus sur notre village, ben, tu commences par aller ouvrir la porte de la mairie. Bienvenue chez toi. Bonjour. Et oui, t'es plus là, voilà, c'est le bazar. Bon, ça va? Et puis écoute, oui. Depuis hier? Donc depuis hier, j'ai rien à te demander. Bon, et puis ça va. Bon, j'ai dit que je vais aller faire un petit coucou quand même. Par contre, j'ai reçu un truc de la PAC. Qu'est-ce que vous savez? Il n'avait pas repris Nathalie le jour. Donc voilà, moi j'ai rien à faire. Oui. Non, c'est Nathalie. Est-ce que ça fait fort? S'il vous plaît, si vous voulez bien vous rassembler sur la place du Foirail. Oui, bonjour, c'est la mairie de Parisot dans le Tarn-et-Garonne. Je pense que c'est vous qui êtes venu faire les travaux lorsque nous avons fait le pôle médical. Oui. Et est-ce que c'est vous qui avez mis les portes serrures et compagnie? Je pense que oui. C'est quoi? Parce que nous avons un souci. Chers amis, merci de votre présence en ce jour si important à plusieurs titres. La cérémonie des mets est en effet une tradition qui permet à tout un village de se rassembler dans l'amitié, dans les fraternités, après les inévitables agitations d'une campagne municipale. Une fois ces échéances passées, c'est une équipe unie, solidaire, qui va travailler sans relâche pendant 6 ans pour améliorer le quotidien, lancer des projets structurants, lutter contre les tracasseries incessantes d'une administration toujours plus tatillonne, toujours plus exigeante, toujours plus centralisatrice. Cette cérémonie des mets est aussi pour moi l'occasion, cette fois-ci à titre personnel et avec émotion, de vous remercier de m'avoir accordé de nouveau votre confiance. Vous l'aviez déjà fait en 2008, à moi qui venais d'une autre région, qui n'était pas natif d'ici. Je repense toujours avec un grand sentiment de reconnaissance à cette marque à la fois de confiance, mais aussi d'accueil et d'ouverture d'esprit dont vous avez fait preuve et que vous m'avez manifesté de nouveau en mars. Dans le monde rural, le maire est resté une figure qu'il n'est plus forcément dans les grandes communes. Oui, oui, oui. Ici, c'est celui qu'on veut voir. Absolument. Moi, je trouve ce métier passionnant. Après, effectivement, comme on est tenu quand même dans un certain mépris par les instances nationales, bien entendu qu'on a des tracasseries, bien entendu qu'on a des vexations. Donc le métier de maire, c'est un métier de maire rural, je dirais, c'est un métier de résistance. Mais bon, n'exagérons rien, on peut prendre le maquis, mais enfin, il y a un mépris structurel de la nation, entre guillemets, pour sa ruralité. Un mépris absolu, absolu. Ce que je veux dire, c'est que tout est calqué, tout est dessiné à Paris et calqué sur la ruralité. Et ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Vous avez mis la petite pièce où on met la clé dedans. Mais c'est ça alors. Mais c'est ça alors qui va pas. Je pense que le souci c'est ça, ouais, c'est là au niveau de la clé. Au niveau couleur, il n'y a pas 50, ça c'est eux qui sont mieux placés, le fabricant, pour vous conseiller dans les tons de marron. Parce que principalement, on joue sur des tons de marron de clair à foncé.
D'où l'intérêt aussi de bien cerner qu'est-ce que vous voulez représenter, qu'est-ce que vous voulez faire figurer sur le panneau, quoi. C'est un objectif pour 2014, 2015 2015. 15 Tant qu'à faire avant la saison 15. Non, mais au niveau permission de bruit, logiquement, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de souci, quoi. Là, on va regarder exactement où c'est qu'on peut mettre. On peut mettre ce panneau. C'est un panneau de promotion pour Parisot. Si tu veux, pour que les gens qui passent sur la grande route se disent tiens, il y a quelque chose à voir à ce niveau-là. Mais là, ça serait pas mal, là. Une personne. Juste avant l'aqueduc. Non, on peut avancer, avoir la surlargeur qu'il y a juste au niveau du poteau EDF là-bas, si c'est mieux. Sinon, là, il y a un emplacement qui serait bon. Sinon, tu avais au niveau du carrefour, là-bas, juste avant le sapin. Mais ça fait plus près. Ça fait trop près. Donc ça fait un peu près après. Donc les gens, ils ont le temps de réfléchir. J'ai toujours voulu faire de la politique, ça m'a toujours intéressé. J'ai été élu dans les Yvelines en 1995, où j'étais au conseil municipal de Verneuil-sur-Seine. Mais là, pour le coup, c'est une commune périurbaine de Paris qui fait 18 000 habitants. Il n'y a absolument rien de comparable, ni dans le travail, ni dans la méthode, avec évidemment la vie municipale d'une commune rurale. C'est pas du tout la même chose. Le paradoxe d'ailleurs, c'est qu'il y a plus de travail dans une commune rurale de 550 habitants que dans une commune de 18 000 habitants, puisque là, pour le coup, vous n'avez pas les moyens administratifs ni techniques qui sont mis à la disposition d'une grande commune. Donc, les petites communes, par exemple, n'ont pas la capacité de monter sans aide des grands projets qui sont beaucoup trop complexes. C'est impossible dans une petite commune, vous ne pouvez pas tout d'un coup lire tout ce qui arrive comme documentation et comme nouvelles normes, c'est pas possible. Dans les grandes communes, c'est faisable, vous avez un directeur général des services qui lit tout. C'est comme ça. Ici, non. Donc c'est vrai que oui, ça s'est complexifié énormément, oui. Mais je pense à loisir. Les imputations comptables, les voilà. Le souci, c'est que... Oui, c'est sûr qu'il doit y avoir des doubles de clés. Article subvention 204 quelque chose, amortissement 280 quelque chose, et dotation 68 et quelque 11. Ça, c'est l'article amortissement, c'est un fonctionnement, 68, 11. Oui, mais quand je lui ai dit article subvention, elle me dit un 204. Article amortissement avec 204. Et lui, là, il me sort ça. C'était à lui au PVC? Je sais pas. Donc je sais pas comment faire pour créer cette subvention-là. Ça commence à me... Et du coup, les imputations... Je te dis que moi, je faisais ma salade toute seule, là. Mais ça, c'est assez... Et Christophe, il me dit, c'est plus possible. Et oui, mais maintenant, c'est plus possible. Et là, ça marche pas. Avec vos trucs informatiques, maintenant, là, moi, je sais plus. Au nouveau logiciel... Moi, je faisais ma petite salade, alors, là, ça passait tout le temps. Et là, moi, je voudrais te renseigner. Il faut se mettre d'accord pour la date de sortie, parce que le festival littéraire, c'est 10. Oui. Qui dit 10, dit distribuer une semaine avant. Ça veut dire tirage le 3, distribuer le 4 et le 5. Donc, au fond, date de sortie, il faut qu'on soit fini le 3. 3 octobre. Fini le 3 octobre. Alors, bon, on y va, page 1, mot du maire. Oui. Mot du maire avec photo. Là, donc texte, moi je fais le texte. Et Marianne, photo. Oui. Texte. Photo. Après, vas-y, dis-moi toi, puis après, moi j'ai des petits trucs, mais qui sont plutôt des trucs à reprendre. Alors, Sportila, qu'est-ce que tu veux en parler? C'était bien passé, je crois, mais je pense aussi qu'il y a peut-être un petit problème qui arrive avec les bénévoles maintenant au village. Parce que, vous savez, il y a les jeunes, ils ne restent pas au village, c'est toujours la même équipe qui s'occupe de Festilac. Bon, quand je suis arrivé, ils avaient 35 ans, 30 ans, c'était bon, mais maintenant ils ont presque 45 ans. On va finir par faire le festival à la maison de retraite de Quélus, hein. Ça c'est sûr, si ça continue comme ça. Et je ne sais pas si c'est possible à faire. Il y a les nouveaux qui sont arrivés pour donner un peu de contact pour... Ce serait peut-être bien de les présenter d'ailleurs.
des nouveaux, parce qu'il y a quand même Nicolas, il y a la jeune dame là, de Pêche-Bernou, comment elle s'appelle, je ne sais plus, qui est aussi maintenant. Ils sont des gens qu'on connaît peut-être pas au même titre que les anciens. Au niveau de la mairie, rien de... Au niveau de la mairie, tu essayes de mettre ça, s'il te plaît. Ah ouais, okay. D'accord. Mais j'ai parlé avec Delphine que la prochaine fois on fait quelque chose comme ça, parce que ça passe partout, il faut mettre tous les services du village à côté. Oui, parce qu'on a terrain à bâtir, mais on a l'école ici, on a la pharmacie ici, on a le médecin ici. La menace qui pèse sur les petites communes, c'est le désert médical. Tout le monde se fout de savoir si il y a oui ou non des médecins en rural. Tout le monde s'en fiche de ça. Il y avait une intervention d'un sénateur à propos des déserts médicaux qui a dit « Les médecins n'ont pas fait 10 ans d'études pour s'enterrer dans des trous ». Qu'un sénateur puisse se permettre de dire ça, ça en dit long quand même sur ce qui attend la ruralité. Ça veut dire que même au niveau des instances sénatoriales qui sont les représentants des collectivités, on entend des âneries pareilles. Il faut résister à ce mouvement qui est... moi, je ne crois pas que ce soit inéluctable. On a créé le pôle médical ici parce qu'on ne pouvait pas rester en l'état. Si on ne le faisait pas, là, on n'avait plus de service de santé. Ah, vous avez fourni l'endroit... Ah, vous avez fourni l'endroit où on met la clé, mais c'est indépendant de la serrure. Oh, je ne comprends pas tout, mais... Combien il y avait de bistrots autrefois? 7, 6. 6 ou 7. Mon Dieu. Oui. Et tout le monde vivait. Comment ils faisaient? Eh oui. Comme ça. Tout le village. C'est vrai. Là, il y avait une boulangerie. Oui. Et oui, voilà. Là, il y avait un café. Oui. C'est à l'épicerie. Oui. L'épicerie là-bas, c'est un café. La nostalgie du village d'avant, je pense qu'elle existe, et je pense qu'il faut la comprendre. Il faut la comprendre parce que si vous écoutez une personne, vous en avez vu ici, des gens qui ont dépassé les 85-90 ans, qui vous expliquent leur vie, quelquefois vous dites « Ah oui, ça avait l'air pas mal ». Déjà, vous aviez tout sur place. Là, avant, vous aviez une poste à plein temps, vous aviez... Voilà. Donc la menace qui pèse sur les petites communes, c'est cette obsession absolue qu'un service public doit être rentable. À partir du moment où vous avez décidé qu'un service public devait être rentable, ça veut dire que vous avez décidé la mort programmée de la ruralité. Nous, on a réussi vaguement à sauver les meubles en ayant une agence postale communale, mais bon, ça nous garantit la présence de la poste jusqu'en 2027. Mais il est bien évident qu'en 2027, je pense que c'est terminé, quoi. Frédéric, j'ai un gros problème avec la serrure. J'ai appelé la Soprème. Alors ils m'ont dit, soit c'est quand on met la clé, il y a un problème, c'est la Soprème, soit quand on peut mettre la clé mais on tourne et là ça ne fait rien, alors ça sera la société TGM. Alors quel est le souci exact? Les enfants, c'est jusqu'à quel âge? Il y a un tarif enfant ou pas? 1m20, 1m30. On a tous les âges, c'est ça. C'est pas grave, allez, dites tout combien d'enfants. 12 ans. Oui, mais ça c'est pas grave, dites-moi combien d'enfants. Vous êtes combien? J'en ai 6 enfants. 6 jeunes, voilà. Et 4 adultes. Là c'est... Oui. Et là? Bonjour, Seigneur. Bon, je vous serre la main, Reine, parce que ça va bouger. Alors, combien vous êtes? Alors, eux deux, nous deux, et après j'ai trois de mes amis. Et vous payez pour combien? Pour deux. Pour deux. Vous, deux. Ça te convient, Frédéric? Très bien. Les grands ennemis, les grands destructeurs de la ruralité, c'est la grande distribution. C'est l'ennemi numéro 1 en matière d'emploi, en matière d'aspiration des petits villages. S'il faut expliquer maintenant à une personne qui a connu Parisot dans les années 50, lui expliquer que maintenant il faut faire 50 km pour faire des courses, je ne suis pas sûr que ça soit pour lui un progrès. Voilà. C'est-à-dire qu'un village ne vit que s'il y a des commerces de proximité. Si un seul commerce bat de l'aile, ça peut entraîner de grosses conséquences pour les autres. Donc, vous êtes à l'écoute des éventuelles difficultés, etc. Ce qui n'existe pas si vous êtes dans une commune de 100 000 habitants avec 300 commerces, vous n'allez pas aller surveiller de chaque épicier pour savoir s'il tourne. Alors que là, oui, vous êtes obligé quand même. Donc, il fallait quand même protéger l'épicerie, il a fallu voir un petit peu les boulangeries pour que ça tourne, etc.
Et ensuite, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui manque à Parisot? C'est le lieu de convivialité, le lieu de rencontre pour les jeunes, pour discuter. Bon, il fallait un bar. Non, ils ne sont pas venus. Apparemment, tout s'est fait par téléphone, si vous voulez. Ils m'ont dit, si on peut mettre la clé, c'est pas nous. Donc on peut mettre la clé, mais on ne peut pas tourner. Ça fait rien, quoi. C'est comme si ça reste bloqué, quoi. C'est-à-dire que suite à quelques difficultés, le bar, la gérante du bar a décidé de céder son fonds de commerce, mais comme vous le savez, on est à la fois propriétaire des murs et de la licence. Alors c'est vrai que la philosophie, un petit peu, moi je pense qu'on la partage tous ici, c'est que bien sûr qu'on veut faciliter cette reprise, puisque pour nous un bar c'est indispensable dans Parisot. La limite étant, qu'est-ce qui est acceptable pour le contribuable, parce que mine de rien c'est quand même l'argent public, et qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà. Et puis surtout, la préservation de la pérennité de la licence sur Parisot, ça je crois que, bon, on avait tous un petit peu parlé là-dessus, d'être certain qu'on puisse concilier le fait que eux, ils n'ont pas trop envie de payer pendant des années à perte comme on le fait avec un loyer d'une maison, mais d'un autre côté, nous, il faut bien qu'on préserve ce qui est très précieux pour Parisot, puisqu'on l'a bien vu d'ailleurs, les licences 4 sont quand même assez rares. À un moment, j'avais même pensé à faire une campagne. Nos emplettes sont nos emplois. C'est-à-dire qu'il faut que les gens aient une discipline. Moi, quand je vois des gens aller acheter à 20 km de l'essence chez Leclerc pour la payer 5 centimes de moins, et qui seront les premiers à râler quand il n'y aura plus de station-service ici, ça, c'est quelque chose qui est un facteur d'agacement très profond chez moi. Il faut faire travailler le commerce local. La ruralité ne s'en sortira que par elle-même et que par une sorte d'autodiscipline. Il faut que les gens comprennent que le village se sauvera aussi par sa solidarité. Mais ce que je te propose maintenant, c'est peut-être d'aller voir soit les gars du coin, soit peut-être Mamie Paulette, parce qu'on a plein de boulot. Merci. Bonjour. Bonjour. Allez, Paulette. Alors, Toutou. Il a un bon couteau, c'est grand. Ah oui, là. Combien, Paulette? 3. 3. Pas trop épaisse. Non, après vous les arrangez. Mais ça ira comme ça. J'ai quand même une 38e année de retraite. Comment ça fait? Vous allez ruiner l'État. Ah oui, oui. Hein. Je suis venue habiter à Parisot en 52. Et voilà, puis après je suis allée faire avec un voisin, je suis allée vendre des poulets sur le marché. Je me levais des fois le matin à 3h, 3h30, et j'allais préparer mes caisses de poulet ou de canard, parce qu'on était à deux quand même des fois le mari venait nous aider. Et le soir, avant d'avoir tout fait partout, soigner, et puis faire le manger, je n'allais pas au lit avant 11h, 11h30, ça dépendait des moments. Ou des fois plus tôt, ça dépendait comment on faisait. Mais il y avait du travail tous les jours parce qu'il fallait aller soigner les bêtes aussi. Et des fois on en avait 2-3 000, ça dépend. Soit poulet ou canard. On les prenait à naissance, les poulets ou les canards, et on avait des compartiments, enfin des granges, et on les mettait à élever 3 semaines. Alors il fallait matin et soir, il fallait les soigner, l'eau, le manger, tout ça. Donc voilà, alors on allait distribuer ça dans les campagnes, avec un camion. Et oui, c'était comme ça. Et voilà, ça y est, on a fait Bonne journée. Merci, de même. Comme c'était quand je suis arrivée, il y avait les marchés de brebis, enfin des moutons si vous voulez, derrière le village là-bas, qu'on attachait à une rampe.
de fer, et vous savez qu'il y avait les marchands qui venaient les acheter. Et puis après, dans le village, il y avait 5 ou 6, toujours 5 épiceries, au moins. Les cafés, je ne me rappelle pas beaucoup parce que les cafés, on ne les fréquentait pas tant que ça. Et puis après, ça a évolué. Alors, toujours, il y en avait qui partaient. Les enfants partaient travailler en ville ou bien autre chose. Ça fait que... Après, les commerces, ils ont fermé petit à petit. Là, un peu. Elle est roulée. Elle a tourné un peu. Tu veux venir, Jeannette? Non, non, non. Pourquoi? La mouche ne va pas dedans. Elle va être liée avec. Liée avec. Ah, il faut pas serrer? Si tu peux, oui. Mais peut-être il y en a qu'il fallait serrer. Pas trop, parce qu'après, ça ne pourra pas là. Oui. Allez, hop. Avec quelque chose. C'est super. On va la repousser. On appelle ça du pastis. C'est-à-dire, c'est surtout le pastis du lot. Du lot, oui. Mais enfin, il y en a beaucoup qui en font. Maintenant, il y en a un peu partout, oui. Et tous les jours, je vais à l'épicerie. Je ne prends pas une forte somme, si ça, j'allais dire ici, 60 €, pardon, pas 60 € quand même. Ça me ferait tout, 20 €, 30 €, ça dépend de ce que j'ai besoin. Quelques bricoles. J'aime bien, moi, au moins qu'on puisse travailler les gens du village. Seulement, si on n'y va pas, ils fermeront, mais ce sera pareil. C'est là qu'on apprend les nouvelles. Les bonnes et les nouvelles. Oui. C'est vrai en plus. Mais des fois on répète des choses et après c'est pas vrai. Et elles sont de travers et Ils après. nous font mentir, alors c'est pas vrai. Ils nous font mentir. Il faut. Et si je faisais comme le Père Robert, lui, il Il faut répétait apprendre rien. à le laisser. Voilà. Ça. Isabelle. Qui c'est? Isabelle, fille de Sarlette. Voilà. Eh bien oui, on est comme ici, pas. Oui, les gens ne parlent pas comme autrefois. Autrefois, si on se rencontrait, on parlait. Maintenant, juste bonjour, même encore. Je le vois avec les parents qui viennent mener les gosses aux enfants, là. Ils se croisent, mais ils ne se disent pas même bonjour. Hein. Ou ils ne parlent pas. C'est pas... C'est comme ça, et c'est le roulement de la nouvelle vie. Hein. Autrefois, dans les campagnes, on se parlait, dans les champs, les gens se parlaient, mais maintenant... Et avec les gros tracteurs qu'ils ont, ils n'ont pas le temps de s'arrêter pour parler. Il faut qu'ils fassent vite. Elle a pris à carreau, hein? Oui. D'accord. Non, mais je demande parce que... C'est fini, peut-être? Oui. Je me place. Alors, en 5, je vais me placer là. Oui, 5, 6, 7. Et je mets le 3. Le 13, je ne peux pas. Le 10, 13 et le 8, je ne veux pas. Bon, c'est bon. J'avais la dame. Le 7, il est Et là, dans les roues, personne ne peut mettre, là. J'ai le 7. Ça va pas, hein? Oui, 2. Ça ne veut pas faire comme il faut. Non, non. C'est notre 5. 8 de 13. Oui, non, mais je... Là, le 3, là, après. Ah oui, mercredi. Comme ça, moi, j'en place les deux de plus. Ah oui, tu te regardes pas. Mais je ne sais pas bien jouer, c'est tout. Je ne sais pas. Mais c'est un peu la course comme d'habitude quoi. Mais bon. Tu vois, j'étais tellement pressé que j'arrivais même pas à sortir les trucs. Putain. Et voilà, parce qu'en fait tu prends du retard pour une connerie et puis voilà quoi.
Donc, il nous faut sortir les brebis, vite, et voilà. Allez. Quand j'ai commencé à venir au village, on était 5-6. C'est vrai qu'on était vraiment copains. Voilà, donc après, avec les mobilettes, quand on sortait en mobilette de 14 à 18 ans, c'était 15-20 mobilettes. La bande à Parisot qui arrive. C'était assez. Des fois, c'était assez marrant quand même. Et après, voilà, ça a été. On va dire les années, enfin pas glorieuses, mais vous savez que bon, mais on faisait la fête parce que bon, mais tout le monde bossait. Et donc après j'ai passé un concours pour entrer à la DDE, à l'équipement. Ce qui m'a permis, donc à 20 ans, j'ai eu mon poste fonctionnaire forcément. Et ce qui m'a permis de m'investir dans la vie associative du village, parce que bon, j'étais sur place, bon, j'avais des copains comme Dimitri, tout ça, qui eux, ils bossaient sur Toulouse. Ils sont partis un peu plus loin, un truc comme ça, mais moi je suis resté sédentaire. Voilà. Donc après, bon, j'ai eu 3 enfants, j'ai fait ma maison, voilà, puis bon, après, comme je te dis, s'investir dans la vie de la mairie, quoi. Tous les jours, il y a un plat nouveau, à petit prix. Et le jour après, il y a la mise en place des cartes et des menus à faire aussi. Aujourd'hui, c'est lasagne. Mon grand-père habitait à Parisot. Et j'ai vécu chez mes grands-parents. Et après, je suis parti, à 14 ans. Je suis parti, j'ai fait mes études de cuisine. Et je suis revenu ici à 33 ans. L'opportunité, c'était qu'il y avait un restaurant à vendre dans le village. Donc je l'ai acheté. C'était important de revenir, parce que quand tu voyages, tout ça, c'est bien de découvrir des choses, mais c'était pas mon univers. Donc ici, si tu veux, je me sens bien. C'est pour ça que j'ai investi même. J'ai agrandi mon restaurant. Je vais faire une terrasse, des nouvelles toilettes handicapées. Et si je le fais, c'est pour rester ici. C'est pas pour repartir. Pour aller où ? Être d'ici, alors c'est cette culture-là d'agriculteur, hein, parce que moi je le suis pas, mais mes grands-parents étaient agriculteurs, on a vécu dans ce milieu-là. Donc c'est cette culture-là qui rattache, ouais, qu'on a envie de revenir. Pourtant il y a des beaux pays, hein, moi j'ai vu, je suis allé en Espagne, aux Antilles, tout ça, mais je suis pas antillais, je suis pas corse, je suis pas basque, et moi je suis d'ici. Moi, je suis originaire de Gaillac, dans le Tarn. C'est assez difficile de se dire d'ici, hein, ça c'est sûr. Donc je ne suis pas parisotaine de souche, mais je ne vois pas de problème là, sur le fait que je ne sois pas originaire de Parisot. Mais c'est sûr que j'aime aussi le contact, donc ça peut-être facilite le fait que je me suis adapté facilement à la vie de Parisot. Hein.
L'envie d'être menuisier, ça m'est venu tout petit, puisque à 4 ou 5 ans, je voulais être clown ou menuisier. Donc forcément, clown, mes parents ils n'ont pas adhéré. Je suis donc devenu menuisier. Voilà. À 18 ans, quand j'ai fait mon CAP, je suis parti chez les Compagnons. Je suis parti à Nîmes, après à Lyon, après à Angers, après à Périgueux, après à Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées. Tour de France classique. Qui t'appelle, qui te dit mais tiens, ouais, avec le camion, il faut que tu me transportes ça parce que je suis embêté et tout. Ben, c'est bon, j'arrive. Moi, si tu veux, voilà, je suis comme ça. Et c'est vrai que j'ai des gens qui me disent putain, je me demande comment tu arrives à tout faire. Et le boulot, et la ferme, et la mairie. C'est vrai que la valeur travail, moi, je vois que quand on était, comme je dis, notre période de mobilette, tout le monde très rapidement est rentré très vite dans la vie active. C'est peut-être le fait d'avoir vécu peut-être en milieu rural, tu vois, ou de voir bosser les mecs à un moment donné. Tu es obligé de rentrer dans la vie active assez jeune. Mais après, c'est comme ça. C'est un choix que tu fais. Moi, mon truc, ma passion, c'est de bosser. Donc, si tu veux, je vais pas le livrer ce soir, mais comme ça, en demi-heure après, je vais livrer à Parisot. Comme ça, si tu veux, c'est fait. Tandis que sinon, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais glandé par là. Donc, c'est vrai que chaque fois que j'ai un peu de temps, si tu veux, je m'organise pour essayer d'avancer, pour être à jour, quoi. Mais bon, je ne sais pas comment je ferai quand même. Là, c'est chargé. Là, quand même. Puis bon, tu vois, comme après-midi, j'ai déraciné un arbre. Finalement, j'y ai passé 3 heures. Mais bon, je l'ai bien voulu, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Bon, sans transition, on va boire un coup, hein? Allez, je pense, ouais. Il y a Griezmann ou quoi alors? Oui. Voilà, c'est dit. Mais il y a Sako, Griezmann, et c'est Matuidi. Bon, c'est l'équipe type là. On peut pas faire mieux. Vas-y, le chante là. Daniel Macarier. Ouais, ah, il a sorti le béret lui, regarde. Allez. Allez. Allez, ouvre-lui à Benzema là. Mais ouvre par terre, putain. Mais ouais, mais putain, c'est meilleur que par terre, quoi. Comment tu veux contrôler le ballon comme ça, quoi? Dans des matchs comme ça. Putain, bah tu dis, il a le truc de le mettre au ras du sol, quoi. Attention au second, là, ouais. Allez, 2-0, c'est fini. Hop! Allez, on va se réveiller peut-être. Il s'en fout, hein? Il s'en fout. On ne dit pas ça qu'il s'en fout, c'est pas vrai. Concentré.
Mais c'est quand même pas mal là le. T'as déjà comme marne en plus. Ouais Yannick. Ouais. Je trouvais que au début ça me paraissait moins bien que là. La paille. Elle est pas mal. Elle est bien. Hein. Ouais, elle est bien. Ici, mais attends, ça avec les coups de bâton, on les fait avancer. Tu vois une différence entre là et là-bas? Ah oui, non mais je l'ai vu, je l'ai vu, tu la vois la différence. Au début, c'était pas comme ça. Alors l'origine du projet, c'était à la base de faire un stock à bois. Donc ça c'était l'origine, je voulais juste stocker du bois. Au début c'était vraiment, voilà, j'avais fait juste des croquis pour faire un hangar. Et puis après on a dit même ce serait bien voilà, qu'on l'isole comme si on allait en faire un atelier. Après on a opté pour isoler le toit. On s'est dit comme ça, si on en fait un atelier, et puis après on a dit il faut qu'on fasse l'atelier. Donc, voilà. On fait quand même attention à essayer de trouver toujours des filons pour faire tout nous-mêmes, ou on achète des choses d'occasion. Enfin voilà quoi. On essaie de se débrouiller avec les moyens du bord, quand même. À Parisot, voilà, il y a un nombre de gens importants qui font que bosser. Ça, c'est vrai. Mais je ne suis pas bien placé pour en parler. Moi, le premier, je bosse, je pense que je bosse beaucoup. Je bosse trop, on va dire. Mais ça fait partie aussi des notions que m'ont inculqué mes parents. C'est-à-dire qu'enfant, on donnait un coup de main aux parents, il fallait travailler, il fallait donner un coup de main là, il fallait être là. Et on a pris ces habitudes et c'est difficile de s'en écarter. Hein. On a mis en place des automatismes dans notre jeunesse parce que c'était comme ça. Aussi peut-être parce que on ne s'est pas occupé notre temps à autre chose. Et ça fait partie aussi de se dire, de toute façon, si je fais rien, je suis un feignant. Je pense qu'il va falloir en acheter un autre, moi. En fait, il faudrait avoir affaire à un breton, un marin breton. Ça serait quand même mieux. Non, à mon avis, ça va pas le faire. Hein. Ce qu'il me disait, voilà, c'est qu'il va mettre une ferraille, si tu veux, et comme ça, chaque fois, avec le système qui se relève, comme font partout au stade, je pense. Et comme ça, tu peux tondre et tu n'as pas ces ferrailles derrière. Hein. Je pense que c'est ça, c'est un tondant qui l'a accroché, non? Mais je sais pas, on va passer à le fil. Oui, il y a quelque chose. Hein? Là. Ah ouais, mais... Ouais, je vais changer. Mais... Ouais. Si tu veux, il y avait toujours un joueur qui était obligé de faire arbitre. Donc je leur ai dit, pour vous dépanner quand même, ça serait bien que ce soit quelqu'un d'autre, parce qu'ils étaient à 10 sur le terrain, et donc voilà, 10 sur le terrain et un joueur qui faisait arbitre. J'ai dit, bon, je viendrai quand j'aurai l'occasion, je ferai arbitre. Du coup, ils ont pris goût. Allez les gars, on se fait confiance, on va faire quelque chose. Parce qu'on en a envie les gars. On a déjà un match de retard les gars, alors là, il faut bien commencer. On commencera bien de toute façon, si tout le monde le veut, il n'y a pas de raison. Après des erreurs, on en fera pendant le match, c'est sûr et certain. Le tout c'est qu'on ne baisse pas les bras, la prochaine ça sera la bonne. On est solidaires, ça part de derrière. D'entrée on impose le rythme, c'est chez nous. Restez là. Stop. T'es loin, Rudy, t'es loin. Faites l'effort, les gars. Et les bombes.
Allez, Daniel! On va souffler. Allez, Daniel, au taquet. Pourquoi je continue à jouer au foot? Parce que je peux le faire, mais je pourrais très bien me dire, mais finalement, ouais, je suis fatigué, ça me fait mal, voilà, et de dire j'arrête. C'est vrai que si tu veux, j'ai plus vraiment mes copains qui jouent, tu vois, enfin, Trafic, Dimi, tout ça, ça fait longtemps qu'ils ont arrêté, mais je me dis que finalement, je suis encore un peu dans le coup, voilà, dans l'esprit de dire, bon, mais tant que je peux faire, eh bien, je ferai. Allez, Daniel! Le porte-à-porte! Le porte-à-porte, il a fait quoi! Ouais, c'est pas mal les gars, c'est une bonne fête de match. On a rien lâché, c'est bien. Non, c'est dommage. On a lâché. Oh, Daniel a peut-être raison, il aurait dû rester dans l'axe tout le match. C'est pas, en 5 minutes on prend le but. Ça va faire 30 ans que je joue. Hein. Mais disons que bon, moi avec mon diabète, si tu veux, déjà ça me fait du bien. Si tu veux, parce que ça a éliminé. Bon, après voilà, si tu veux, ça fait 12 ans que je l'ai. Et c'est vrai que bon, je touche du bois. Pour l'instant, j'ai aucune séquelle. Parce que j'ai tout le temps dit que le diabète s'adapterait à moi. Alors c'est vrai qu'au départ, les toubibs, c'était bon, il fallait plus boire d'alcool, plus faire la fête, plus manger de gâteaux. J'adore les gâteaux. Et si tu veux, ça a été vraiment un truc, un coup dur. Alors bon, maintenant, si tu veux, je pense que je l'ai plus accepté, si tu veux. Mais au départ, c'est vrai que ça a été difficile parce que tu dis putain, pourquoi moi quoi. Après, c'est comme ça. Je pense que t'as un truc qui est tracé dans ta vie, et je pense peut-être depuis que j'ai le diabète en 2002, si tu veux, de me dire bon mais de toute façon il faut foncer, et puis voilà, et puis après advienne ce qu'il advienne quoi. Ah c'est dommage qu'on fasse le nul quoi. C'est exceptionnel. C'est le type exceptionnel. Un phénomène de foire. Un phénomène de foire. Ça t'es capable de me le faire quand même. Je sais pas. Ouais, t'es capable de mettre des babioles. Ah. Mais il te faut laisser deux maillots. Salut Sergio, deux maillons faibles. Ah, en plus. Ah non, pas serré. Oh. Ah, deux maillots. Je sais pas compter jusqu'à deux. Ah, deux. Ça non, ça. Tu vas bien? Oh, salaud. Thank you very much. Jean-Denis, t'as trouvé la bonne passe avec Daniel, les boucles d'oreilles là. Ah non, les boucles, je sais pas. Après, j'ai 2 ou 3 piercings. Ah ouais, c'est ça. Avec le boucon que ça. Je vais te les faire avec les dames. Ça lève, voilà, il s'enlève qu'avec les dames. Moi aussi. À Parisot, il y a des personnes qui vraiment ont un sens prononcé du besoin de s'identifier, on va dire, le plus fort, le plus grand. Cet esprit-là, cette virilité, on va dire, à Parisot, mais je pense dans les milieux ruraux, c'est important pour les gens qu'on côtoie, quoi. Hein. C'est-à-dire que on est quand même reconnu parce que physiquement on est fort. On est reconnu parce que, parce que peut-être on va tenir l'alcool ou parce que, je veux dire, voilà, on va boire. C'est vrai que moi, quand je bois un jus d'ananas au bar, ça le fait pas trop, quoi. Ouais, je vais pas te payer un jus d'ananas. Bois quelque chose. C'est vrai qu'un jus d'ananas, c'est pas une boisson. Pour un homme, c'est sûr. C'est dur de rester. Que ce soit moi, le bar, ou le boulanger, ou l'épicerie, c'est dur. Hein. Vraiment, on est courageux, presque, parce qu'on survit. Hein. Survit tous les jours. Hein. Le métier de restaurateur dans une ville, c'est pas pareil. Il faut venir ici. S'il y a 500 habitants, tu n'auras pas les 500 habitants qui vont aller au restaurant. Il faut chercher des clients d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on fait la qualité. Sinon, si on fait pas de qualité, ils viendront pas. Ils iront ailleurs. Là, je ramasse les figues, tu sais, pour faire des coulis de figues, des confitures de figues, pour mélanger après, tu sais, avec mon foie gras.
Après je fais des pains de noix, coulis de figues et foie gras. Donc, je suis obligé de ramasser des noix et des figues pour faire des confitures du pain de noix. Dans un petit village comme ça, voilà, tu te dis, bon, j'ai un souci, quelqu'un que ce soit, dans les 5 minutes qui arrivent, tu es sûr que tu as une dizaine de mecs qui arrivent et que tu improvises un truc. Nous, je sais que de ce côté-là, puis bon, tout le monde se connaît, quoi. C'est un autre rapport qu'on les met en ville, je pense. Après, voilà, comme je te dis, pour y avoir passé que très peu de temps en ville, j'ai vu comment ça fonctionnait. Bon, j'ai vite compris que c'était pas pour moi, quoi, en fait. S'il vous plaît. C'est gentil à vous d'être venus. Il faut remercier tout le monde. Tout le conseil municipal, c'est chaque... Non, tout le conseil municipal, c'est chaque élu qui en fait participe pour cette journée. C'est que le début. Parce qu'en fait, on a fait là. Donc après, on peut faire un concours de pétanque, on peut faire un after ce soir. Voilà, c'est open. Dimanche prochain, on fait le repas du 14 juillet. En fait, c'est le dimanche 13, comme chaque année. Donc, inscrivez-vous et venez nombreux. Et à Parisot, c'est tout le temps la fête. Le problème est là, quoi. Je veux dire, on est emmené à se revoir, quoi. Donc, on fait pas de marathon pour s'entraîner. Hein, on fait pas de marathon pour s'entraîner. Voilà, ça c'est l'entraînement. Voilà. Dans le 13 juillet. Merci à vous, merci à vous. Merci. Je te dis, on est toujours en groupe, jamais seul. On est tous cousins, hein, entre guillemets. Hein. Donc si tu as un problème, tu vas voir tes amis, hein, tu vas voir ta famille, tout s'arrange toujours. Hein. C'est ça la campagne, comme je te disais, tu ne seras jamais dehors ici. Jamais. Toi, tu m'as tapé la noire, mais c'est sûr que tu m'as tapé la mienne. Sans toucher le cochonnet ni la noire, hein, je sors la blanche. Danielou, montre-nous le côté capable. Il faut que ça marche. Hein. Concentre-toi, c'est sûr. Wow! Oh, Roland, Danielou, là tu m'en vas ignorer. Il n'y a pas de poil là? Non. Et non, il n'y a rien à t'attaquer. Bon, maintenant, il faut aller en campagne, aller voir les agriculteurs. Bon, les nanas, tu t'en fous, quoi. Ben, laisse-les choisir. C'est vachement important le café le matin, quoi. C'est comme ça que tu commences bien ta journée. Tu vas voir Sylvie, tu bois ton café, puis t'es en forme pour aller bosser. Mais moi, je me régale le matin au café. Moi, honnêtement, je préfère le matin au café qu'à l'apéro. Hein. Je sais pas, parce que les hommes, ils viennent après le boulot. Et les femmes, quand elles posent à l'école, les gamins, elles viennent boire le café. Hein. Après, le soir, elles peuvent pas trop venir parce qu'il y a les gamins à s'occuper. Il y en a qui acceptent pas, quoi, que leurs femmes viennent au café. Pas toutes, hein, mais ça se voit encore. Ouais, ciao, allez. Bonne journée. Je vois plutôt celles qui ont des enfants, qui s'occupent des enfants à la maison, celles qui commencent plus tard aussi. Mais sinon, non, je vois pas après la femme qui est à l'usine ou quoi, je vois pas trop, quoi. Bon, je pense que quand elle a fait son boulot, c'est 35 heures par semaine, elle a plutôt envie de rester chez elle. J'ai toujours grandi à Parisot, vécu à Parisot depuis tout le temps. Depuis tout le temps. Après, c'est vrai qu'on est quand même pas mal de jeunes à avoir grandi dans Parisot. On est partis à un moment donné, chacun sa vie, le boulot, les études, tout ça, mais tous on revient, fait une bonne partie, on est revenu à Parisot, quoi. Je pense que dans les autres villages aussi, c'est pareil, quoi. Mais nous, moi, j'avais ce besoin-là, revenir à Parisot, quoi. Qu'est-ce qu'on fait, Carmen? Ce que tu veux. Vous voulez qu'on mette des rouleaux ou on fait plutôt... Ce que tu veux, ce que tu veux. Vous avez réussi à vous recoiffer ou pas? Et la preuve, tu vois bien. Vous êtes bien, là, hein? Oui, oui, oui. Et si on fait plutôt de la couleur? Et tu fais la couleur, tu fais ce que tu veux. D'accord. Je suis coiffeuse à domicile. Je vais chez les gens pour leur permettre d'être coiffés, d'être beaux.
le jeu rayonne, voilà, surtout tous les petits villages aux alentours. On n'est pas à nos avantages quand on est comme ça. Ah non, ça c'est clair. Mais vous avez vu, je vous mets pas de glace devant. Au moins vous voyez pas. Tu vois comment elle est. Vous voyez que le résultat. C'est sympa comme tout. C'est sympa. Il y a une confiance qui est là. Et puis il n'y a pas que le rapport coiffeuse-cliente, quoi. Et c'est ce que j'aime dans ce métier-là. Parce qu'en plus, voilà, moi j'ai la chance de le faire dans un village où on connaît ma famille, où on connaît tout le monde. Donc pour beaucoup de personnes, ça allait de soi, quoi. C'est la petite qui vient, quoi. Donc je suis pas anonyme non plus. Voilà. Et je pense que ça compte énormément pour les gens aussi. Ici, en fait, pour s'intégrer, il faut 2 ans. Voilà. Il faut que les gens s'habituent à toi, il faut qu'ils te connaissent, c'est normal. Moi, je pense que j'ai été intégrée un peu plus vite parce que j'ai tenu le café. Le projet de prendre le bar, en fait, c'est qu'il n'y avait pas de bar dans le village et je trouvais que les gens, ils étaient un peu trop entre eux. Donc j'ai dit voilà, que ce serait bien qu'il y ait un café. Puis les gens, ils sont arrivés de suite, ils étaient contents parce que le bar d'en face, c'était fermé depuis 7 ans. Donc ça leur manquait et puis ça a bien tourné, les gens ils étaient super contents. Hein. Et maintenant, du fait qu'il y a le café, c'est vrai que la fille qui vient d'arriver, elle vient boire un café et de là, elle commence à discuter avec plein de monde. Ouais. En fait, le café, il y en a besoin dans un village. Voilà. J'ai travaillé au service remplacement pendant 9 ans, donc j'allais de ferme en ferme pour remplacer les agriculteurs qui avaient besoin, soit accident, soit des congés paternité, maternité, ou voire des fois des vacances. Et en 2008, je me suis retrouvée chez François suite à l'accident de France 7. J'y suis toujours restée et ils m'ont proposé de reprendre derrière. Et c'est des choses qu'on ne refuse pas ici. Parce que c'est pas évident de trouver des terres et parce que ma passion c'est le lait et qu'il fallait sauter dessus, quoi. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'exploitations laitières qui se lâchent et c'était important pour moi de continuer à faire du lait. Jusqu'à quand, je ne sais pas, mais essayer. J'ai un travail qui est quand même difficile à faire. Il y a 50 ans, les femmes, elles ne faisaient pas ce travail-là. Elles ne pouvaient pas, hein, physiquement, il faut être réaliste. On ne peut pas faire le même travail qu'un homme. Aujourd'hui, on part sur un tracteur, on va labourer. Il y a 50 ans, elles ne partaient pas derrière les bœufs tenir la charrue, quoi. Il y a eu quand même une grosse évolution. La mécanisation a été énorme. Le métier d'agriculteur, il est venu depuis tout petit. Mon père, il avait une exploitation et petit à petit, voilà, ça m'a plu. Voir le tracteur passer, le tracteur des voisins et rentrer le foin avant qu'il pleuve, il va pleuvoir, est-ce que le foin est sec, tout ça. Ouais, c'est un monde dans lequel on est baigné depuis qu'on est petit et qui m'a plu et je me suis dit pourquoi pas rester. Après, quand tu es jeune, que tu es au collège avec d'autres, aussi dire je veux faire agriculteur, tu as le regard des autres, tu te poses des questions quand tu es jeune, comment tu le vois. Après, tu sais que paysan, c'est un métier où il faut travailler. Dès que tu es petit, tu t'en aperçois, quoi, que ton père, il n'est pas rentré le soir à 6 h, il est en train de travailler. C'est tout ça qui est différent par rapport aux autres. Et quand tu es avec tes amis, tu te dis... eux, ils ont la vie à la ferme, ils l'ont jamais connue. Est-ce que tu arrives à trouver... Des fois, tu te lances loin quand tu es jeune. Hein. Est-ce que tu crois que tu as trouvé une copine? Parce que tu sais que dans le milieu agricole, des fois, c'est pas évident. Quand tu es jeune, voilà, c'est quand tu as 14, 15 ans, tu te poses aussi des questions. Moi, c'est des questions que je me suis posées. Alors voilà, je me suis dit,
Est-ce qu'il vaut mieux que je sois agriculteur ou que je fasse un métier plus banal, enfin plus banal entre parenthèses. Et finalement, je me suis dit non, je vais rester là-dedans, ça me plaît. Sur l'exploitation, avant que je m'installe, il y avait 450 brebis viande que mon père vendait en vente directe. Donc il avait développé depuis 8 ans un réseau client. Et lui, son projet, c'était d'augmenter un peu le cheptel brebis viande et de donc développer la vente directe. Moi, je n'ai pas voulu me lancer là-dedans. J'avais regardé un peu les productions qui existaient. Bon, la brebis, on connaissait, donc j'ai cherché à rester dans la brebis, mais je suis parti en production laitière. Parce que derrière, quand même, c'était une question financière, surtout. Il fallait bien arriver à trouver à sortir de salaire. Parce que travailler pour rien, bon, faut pas, à mon avis, il ne faut pas être bête non plus, quoi. Ok. Allez, ciao. Il sera pas là avant la demi, lui. Loïc. Jean-Marc, j'ai pas essayé. Dans la situation où tu pars comme mon père, c'est tout seul, je serais pas repris l'exploitation avec lui. Il resterait 10 ans à faire dans la retraite. Bon, mais le schéma coteur, tu maintiens ce que tu as et ça fonctionne. Mais dans un schéma de développement où il y a les jeunes, rester sur un truc trop petit, c'est pas, à mon avis, c'est pas logique, c'est pas viable à long terme. Après, voilà, au niveau scolaire, dans les écoles agricoles, tout ça, on t'encourage aussi à revaloriser au mieux les choses. Donc, si tu as beaucoup de surface, eh bien, on va te dire que ton tracteur, à la place de l'amortir sur 50 hectares, tu vas l'amortir sur 80, donc ça passera mieux. Donc, il y a des choses, des idées comme ça qui sont inculquées dans les structures. Voilà. Et ça a contribué aussi la place de la femme sur la ferme ou à l'extérieur, la cohabitation, les problèmes des nouvelles générations qui avaient d'autres mentalités. Ça a contribué aussi à la modification du paysage agricole. Parce qu'avant, la femme, elle n'avait pas le choix, elle était là, il fallait qu'elle s'occupe des animaux, qu'elle s'occupe de la basse-cour, qu'elle prépare les repas. Et tout ça, ça faisait un fonctionnement sur la ferme. Quand les femmes ont eu envie d'assumer elles-mêmes leurs choix, ça a modifié le paysage agricole. Mais on ne peut pas leur en vouloir, c'est quelque chose de logique, puisque en ville, la plupart, elles avaient à main leur destinée. En milieu rural, elles devaient pouvoir le prendre aussi. Moi, mon ami, il aurait eu du mal, c'est sûr, à vivre avec mes parents, ma grand-mère, mon grand-père, les frangins, qui font tous leurs commentaires, tout le monde qui donne son avis sur tout. Au moins, tu rentres chez toi, tu es tranquille, tu as ta vie de couple, alors que sinon, ça serait beaucoup plus difficile. Et alors là, je pense que là, tu aurais plus du mal à trouver. Tout le monde aime bien un peu son indépendance au jour d'aujourd'hui et faire ce qu'il décide et pas ce qu'on lui impose. Ça, c'est sûr que ça a changé peut-être par rapport à avant. Mon grand-père, il a commencé à exploiter dans les années 50. Il avait 9 hectares, 3 vaches, 4 brebis, un cochon. Aujourd'hui, on est à 120 hectares et 90 vaches. On est obligé de s'agrandir, toujours s'agrandir. Les agriculteurs ne peuvent plus vivre, quoi. Et ça, c'est une honte. Pour pouvoir être compétitif sur le monde, on a préféré casser les prix et dire aux agriculteurs « taisez-vous, on vous donne 4 sous ». Ouais, mais bon, l'agriculture sans les aides à la PAC, aujourd'hui, on ne peut plus en sortir. C'est pas normal, quoi.
Oui, les journées sont longues. Enfin, j'ai toujours connu ça, donc c'est difficile à dire si c'est un challenge ou pas. Moi, mes parents, ils ont toujours travaillé tôt le matin, tard le soir. On suivait, si on voulait les voir, on suivait. Et nos enfants, ils sont habitués comme ça aussi. On essaye de prendre du temps, mais pas toujours quand eux, ils auraient envie, c'est vrai. C'est contraignant parce que c'est du lundi au dimanche. Le lait, c'est du lundi au dimanche. C'est un métier passion. Donc, gamine, j'ai toujours eu la passion des animaux, le don aussi parce que c'est pas donné à tout le monde. Et j'avais envie de travailler avec les animaux. De toute façon, ça peut pas être un métier autrement que passion parce que on vivra jamais sur l'or, mais on a une vie, pour moi, saine. Mais moi, je suis bien avec mes vaches, donc en ville, c'est compliqué d'avoir des vaches en appartement. Je préférais rester à la campagne. L'exploitation comme il était avant mon installation, ça allait bien pour un salaire, mais il y avait le travail pour deux. Aujourd'hui, il y a la possibilité d'avoir 2 salaires, mais il y a du travail pour 3. Voilà. Ouais, c'est un peu toujours le problème. Et à mon avis, ça reste un problème lié à l'agricole. Parce qu'il y a un souci à tenir des prix bas pour le consommateur, qui est malgré nous, quoi. C'est pas nous qui décidons du prix. Donc moi, mon père, à l'époque, était parti en 2000 en vente directe, justement, pour lutter un peu contre ça, choisir son prix, dire moi je vends mon agneau tant le kilo, mais c'est pas sans travail. S'il fallait payer quelqu'un pour le faire à notre place, ça n'aurait pas le coup de le faire. Donc on ne compte pas le temps. Voilà. Si on devait calculer notre taux horaire, on serait ras les pâquerettes, mais on y arrive parce qu'on travaille. On compense par les heures, quoi. Alors dire que la vente directe c'est une solution, c'en est une. Dire que c'est sans travail, c'est pas vrai, c'est du travail. Voilà. Bon là maintenant on va un peu accélérer, nous on n'a pas trop le temps, on s'occupe effectivement du soin de nos brebis là, mais il y a un sujet qui est intéressant en milieu rural, c'est aussi tout ce qui concerne la santé des paysans et peut-être aller voir vers le pôle médical à Parisot, il y a des images intéressantes à récupérer. Vous marchez un petit peu quand même? Oh, je ne marche pas beaucoup, il faut dire, je ne marche pas beaucoup. Enfin, c'est vrai que ma fille me gronde, elle me dit, mais pourquoi tu ne sors pas un peu dans la... Si j'avais une amie, mais je suis toute seule dans le village de mon âge. Et oui, ce monsieur là, qui est, il a mon âge aussi, mais enfin, lui il est marié, il a sa femme. Mais moi j'ai pas. Vous leur demandez de participer. Pour nettoyer la plaie. Ah, pour nettoyer la plaie, je sais pas, c'est tout là-bas, c'est tout. J'ai pas... je m'en occupe même pas, je lui donne, moi, je vois. L'autre jour, elle commande, elle m'a dit, elle en avait porté, je sais pas. C'est les infirmières qui renouvellent. Hein. Elle en avait porté, elle a dû... J'ai dit, il faudra que je fasse marquer par mon docteur. Elle me dit non, non. Non, elles peuvent le faire, elles. Voilà, je sais pas. Voilà, alors je donnerai ça aux infirmières. Oui, parce qu'on va changer le pansement. Si je vais mettre avec les remèdes, comme ça. Ça va? Voilà. Là. Je me rappellerai autrement, je ne m'en rappelle pas. Vous savez, depuis que j'ai eu cette paralysie faciale, ça m'a... c'est vrai, je ne sais pas, ça m'a... Je ne suis pas comme avant. C'est jamais revenu comme avant. Hein. Mais ça, je ne suis pas comme avant.
Il y a les médicaments que On vous peut pas prenez. être arrêté, comme on dit bien fait. Mais il y a les médicaments que vous prenez pour ça aussi qui ont changé les choses. Et oui, peut-être. Il y a des médicaments que je prends pour ça Oui, aussi. oui, oui, oui. Ah bon, je ne savais pas, oui. Je ne croyais pas. L'hypertension, le diabète, mais je ne savais pas. La névralgie aussi. Je ne croyais pas que je prenais. Vous voyez, chez moi, il y a beaucoup de photos, oui. Madame a une grande famille. Ma fille me dit, maman, tu en as trop de photos quand même. Pourquoi? Il y a les mariages, là-bas, il y a les mariages civils, mariages catholiques, à l'église. Les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Les petites filles, les petits-enfants, les petits-enfants. Oui, oui, oui. Mon mariage, madame, mon mariage, ouais. C'est que c'est vieux. C'était pas hier matin. J'avais 20 ans. Alors, j'en ai 88. Ça fait un petit moment. Voilà, je vous remercie, docteur. Je vous en prie. Passez une bonne après-midi. Il y a des gens comme la dame qui habite ici au bout, des gens qui, à part moi, ne voient personne sur un mois. Parfois les aides ménagères, mais c'est leur visite. C'est un peu difficile de le faire en 10 minutes, un quart d'heure. J'en profite un peu. Ça va, monsieur? J'ai un petit peu de douleur là. Un petit peu là? Oui. Ah oui, c'est parce que c'est vrai. Oui. C'est parce que ça colle un petit peu. Allez, arrêtez, c'est bien. Stop. Oui, oui. Pas mal, oui. Mais bon, il faut quand même gagner encore un petit peu. Hein. Allez, vous allez venir me montrer où vous avez mal. Mais vous conduisez pas du tout en fait? Depuis l'accident, comme ça fait pas si longtemps que ça que j'ai démoulé mes bras, que ma main elle me fait mal, que le coude c'est pas la joie, et que en plus j'ai perdu la vision d'un œil, donc ça fait beaucoup de choses qui font que on va attendre un peu. Ouais. De toute façon j'ai cassé la voiture alors. Automatiquement, oui, ça devient un peu plus compliqué pour... Tant que vous pouvez pas bien, quand vous n'avez pas assez de muscles, oui. ce sera bon. Oui. C'est normal, comme on dit, c'est D'accord. normal. Oui, oui. Normal. Avec le temps, ça va se dégonfler petit à petit. It's not a problem for us. Oui. You Non, understand? pour moi. Oui. You are better now than before. Ah oui, 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 oui. Oui, oui, oui. You are happy with your operation, hein? Oui. Voilà. C'est mieux. C'est mieux quand même, hein? Mais encore un mois. Merci Pierre. Merci. One month more and it's okay. Oui, oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tu gères combien? Presque 3000 personnes alentour. Vous avez fait le calcul, pas loin. Donc c'est difficile, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui... Alors c'est vrai qu'ils veulent venir s'installer dans le coin quand même. Non. Je pense que le fait que tout soit groupé, c'est que ça a quand même amené pas mal de monde, parce que je sais que la kiné a eu plus de boulot aussi. Du coup, le travail des infirmières a augmenté, enfin, c'est tout qui est parti. Le fait que la pharmacie soit juste à côté, ils faisaient un seul déplacement, je trouve tout ça aussi. J'étais venue ici parce que c'était censé être tranquille. Ça n'a pas duré. Ici à Parisot, ça fait 3 ans qu'on cherche un associé pour le cabinet qu'on ne trouve pas. On fait tourner des annonces dans les universités, donc aussi bien la région proche, donc Toulouse, etc., que Paris. On est même monté sur Bruxelles et on n'arrive pas à avoir même une réponse pour des informations, etc. Donc il n'y a pas de demande des jeunes pour travailler en milieu rural, ça c'est clair. Je crois que simplement il y en a qui ne connaissent pas ou qui n'ont jamais osé voir ce qui se passait à la campagne. Ils ne connaissent pas tout simplement. Donc, et ils perdent quelque chose. Vous lui tenez le bras ou bien vous la soutenez tout à fait? Oh, bah, oh non, mais enfin, je la soutiens quand même.
Je sens pas, mais elle est comme ça. Appuyez Mais sur elle vous. arrive à marcher. C'est ça. Et vous marchez jusqu'où à peu près? Et bien jusqu'au bout là. Jusqu'au bout de la rue? Ah non, au bout du couloir. D'accord. Et vous sortez dehors parfois? Ah ben après quand on descend les escaliers là c'est... Si on fait les escaliers on fait pas la marche. On fait pas le couloir, ouais. Vous restez beaucoup dans les courants d'air comme ça? Tout le temps. Tout le temps. Moi quand j'arrive je ferme partout. Ah non mais quand il fait chaud. Non, aujourd'hui quand il fait froid c'est pareil. Tu laisses tout ouvert. Alors, Oui, parce que même l'hiver c'est ouvert. Oui. Donc on se reverra fin août ou avant s'il y avait Voilà. quoi que ce soit, vous appelez le capitaine. Voilà, si jamais il y avait quelque chose. Oui. D'ici là, redressez-vous et faites attention au courant d'air. Ah oui. Et le courant d'air, il me faut l'air. Oh, Là, c'est beaucoup d'air. Voilà. Mais... Au revoir. Passez une bonne journée. Et vous habitez où ici, vous m'avez dit, à Beauregard, Beauregard. Ça fait combien de kilomètres? 18. Voilà, ouais, c'est des patients, ils font, c'est-à-dire 20 km, 20, c'est 40 km quand même. C'est pas... Parce que vous êtes bien, autrement vous n'y viendrez pas. C'est gentil. Bien sûr, elle a été coachée pour eux. Hein, toi. Je fais attention, on va vous poser Il m'a des payé, questions. hein. Il m'a payé pour dire ça. Moi, ça m'a complètement. Moi, comme j'ai fait toute ma carrière à Paris, ça m'a changé, toi. Quand je suis arrivé ici il y a 8 ans. Par rapport à la clientèle, enfin, moi j'étais Paris, mais on va dire de ville, c'est que les paysans, quand ils viennent en disant j'ai mal, ils ont vraiment mal. Tu vois, faut pas leur dire vous êtes sûr, parce que tu vois, c'est quand même une population qui est assez rude et quand ils viennent pas vraiment pour. Tu vois, je veux dire, c'est pas de la clientèle mondaine. Hein. Donc il faut leur résoudre leurs problèmes. Et dès que ça va mieux, en plus, souvent la plupart du temps, c'est quand ils arrivent à remonter sur le tracteur, c'est gagné. Tu ne les revois plus. Ah oui, oui. Pas, disons que c'est pas de la kiné ou de la médecine de confort. C'est vrai, c'est comme pour ça c'est intéressant. C'est pas. Ben, on travaille dans tous les domaines, hein, finalement. Dans tous les domaines. Ortho, traumato. Exact, les enfants. Bon, il y a de la rhumato, bien sûr. Après, il y a de la pédiatrie. Voilà. Voilà. Bon, sinon vous pouviez plus marcher avant l'opération. Hein? S'il m'avait des difficultés. Oui, vous aviez mal la Et nuit. je marchais avec les genoux comme ça. Et vous aviez mal la nuit? Non, lui non. Non, pas trop. Mais qu'est-ce que c'était- vous faisiez comme activité? Et j'aidais mon mari à la ferme, Voilà. sur l'exploitation. Bon, et là, vous allez recommencer, bien sûr, à l'aider ou... Oui. Et bien sûr, je peux pas rester dans rien faire. Non, voilà. Toi, c'est pas... Allez, c'est bien. On va reprendre un rendez-vous, c'est pas mal. Bon. Et quand c'est pour le cas. Pour le rendez-vous Eh Pour oui. le rendez-vous, oui. Mais vous l'aurez pas tout de suite. Hein. Il y a un petit peu de délai pour avoir le rendez-vous. Ce sera pas la semaine prochaine. Hein. Mais donc, Ah ce bon que je ferai, Pas cette semaine? Ou à mon avis, il faut compter 2-3 semaines avant d'avoir le rendez-vous. Donc on va déjà soigner en attendant. Hein. Ah bon? Surtout avec les vacances maintenant. Les délais. Ah, c'est vacances. Alors il faut crever, c'est sur vacances. Non, je vous soigne en attendant. Il n'y a que ça qui compte pour. Ah non, mais oh. Moi je vais jouer ici. Je la paye, n'attendez pas comment je souffre. Hein. Pardon? Je souffre, moi, quand ça va. C'est pour ça que je vous soigne en attendant, mais je ne pourrai pas soigner le fond. Donc c'est pour ça que vous devez aller voir le spécialiste pour opérer une fois pour toutes. Mais en attendant, je vais vous soigner pour cette crise-ci.
pour le voir. Qui c'est qui monte devant alors? Je sais pas. Les autres, vous montez devant ou pas? Il n'a pas monté devant, moi, je pourrais le dire. Attention. À la campagne, c'est quand on arrive à soigner correctement les patients, et ça nous arrive bien sûr, ils ont des petits gestes de reconnaissance qui sont quand même assez, on va dire, locaux. On en a en stock, hein, enfin. Oui, un anglais. Un anglais qui nous a offert un très bon whisky 12 ans d'âge. Petite poire, le pâté. Voilà. Vraiment, ça, c'est quand vraiment on a réussi quelque chose d'impossible, tu vois. Voilà, ah oui, ça oui. Ça c'est vraiment, champagne. oui, alors là, c'est tout. On attend la bonne occasion pour l'ouvrir. Voilà. Et ça c'est une bouteille d'Armagnac. On a eu une chacun. Voilà. Ah oui, on avait de l'alcool de noix aussi, non? Mais on n'a plus. Il me semble que j'avais entamé une bouteille. Bon, on hésite, on va peut-être ouvrir une petite épicerie aussi, mais bon, c'est pas encore. Ça va voir. Hein. Ça va. Voilà. Des légumes aussi. Ah, c'est quand même. Voilà, c'est précieux ça. Bien, tu viens de voir ce qui était possible de faire sur le plan médical, ce qui était possible de faire en kiné, donc quand même, vous êtes quand même, c'est pas mal déjà, mais par contre, il y a un moment, il faut quand même un petit peu sortir de tout ça. Donc moi, je te propose soit d'aller voir la danse, surtout que c'est des papis et mamies, qui est un bon complément à la kiné souvent, ou alors d'aller voir les personnes étrangères comme moi. Monsieur F a 82 ans. Il est grand, il est beau, et il danse depuis ses 20 ans. Monsieur F a participé à 732 balles, dansé avec 53 partenaires différentes sur 3587 chansons. Monsieur F, c'est le roi de la piste. Et ce soir, le roi est ici, au village. Ça pourrait être lui. Ou lui derrière. Ou lui là qui passe. Non, Monsieur F, il s'assoit jamais. Monsieur F avait fait danser mamie un soir et il m'avait dit alors que j'étais tout petit. Faudra prendre la relève, mon gamin. Car quand on sera plus là, nous, qui va aller danser au bal musette? 25 ans après, je suis là. Et j'aimerais qu'il le sache. Donc ça c'est un dépôt pour faire son petit vaccin et que je vous donne celui-là pour pour que c'est l'autre. Hein. Pour Gus et Enzo, ça y est, vous me les avez donnés. Qu'est-ce que vous dites? Pour Gus et Enzo, vous me les avez donnés. Oui, voilà. Il faut que vous me donniez, parce que vous m'aviez dit qu'il fallait attendre 3 semaines. Oui. Ah oui, c'était avec la piqûre que j'ai fait. Voilà. C'est ça. Oui, c'était ça. Très bien. Voilà. Tout bien. Voilà. Ça c'est merci. Vous faites carte bancaire, je crois, non? Pour régler. Carte bancaire, ouais. Au début, c'était quand même assez dur, ouais. Parce que, allez, pour les gens d'ici, pour laisser entrer quelqu'un dans leur environnement, ils sont assez reculants. Avec mon métier, en effet, ça s'était passé un petit peu plus vite, et aussi peut-être ma manière de faire. Alors, c'était surtout aussi pour regarder la glande anale, que ça va bien, et faire son petit vaccin. Et Gandja, encore une fois, vérifier les oreilles.
Et là, cocotte, attends, oui, je sais, ouais. Ça sent bizarre, hein. Pas bouger, ma cocotte. Très bien. Nickel. Quand quelqu'un entre, je sais qui entre et je sais le nom des enfants. Et ça, je pense que ça a été la force du cabinet. Qu'ils n'étaient pas un numéro qui entre, mais je savais, monsieur machin, il entre avec Kiki ou avec Lala. Et ça, je veux garder. Si jamais ça me dépasse, je pense qu'il faut de nouveau dire un stop ou quelque chose, parce que c'est ça que j'aime et c'est ça que pourquoi les gens ils reviennent. C'est le contact personnel surtout, je pense, en effet. Bonjour mon coco, ça va? Très bien. Et il faut que tu sois prête pour la chasse, hein? Oui. Vous avez déjà été tracé un petit peu, pas encore. Vous chassez quoi, vous? Maintenant, avant j'allais au sanglier, mais j'y vais plus maintenant. Ah non? Non, j'ai de temps, un setter anglais. Ah ok, arrête. Voilà. Et c'est plus doux. Ouais. Ah oui. Voilà, je vais chercher l'autre scope. À mon avis, les gens ils sont devenus beaucoup plus ouverts. Donc, ils ont vu en accueillant des gens comme moi, qu'on n'est pas d'ici, que ça leur donne aussi des bonnes choses. Moi, donc, j'ai vécu plus de 15 ans en Angleterre. Et donc, avec ma copine, il y a maintenant 3 ans, on a décidé de venir en France pour retrouver un mode de vie un peu moins urbain et, entre guillemets, un peu moins basé sur le fric. Puis surtout parce que le prix de l'immobilier devenait vraiment inaccessible pour un luthier à Londres. Je pense que pour le plus dur, c'était ma compagne, qui elle est anglaise. Et au début, il faut dire que c'est vrai que la perspective de vivre dans un petit village rural en France, ça lui faisait un peu peur. Elle a toujours vécu à Londres, même si elle voyait le charme et l'attrait, mais après la réalité souvent c'est autre chose. Peut-être elle avait l'aspect pittoresque du village, romantique à la française, avec son clocher, ses commerces et tout ça. Bon, ben, c'est un peu l'aspect nostalgique que les gens qui vivent à la ville ont des villages. Dat stopt er maar en dan beginnen we vroeger. Hè. Als de consulten gedaan zijn. Om 1 uur of zo terug naar Oost. Quelle fille 2,050, longue aiguille. Ja. Voilà. Quand il y a la fenêtre sonne, normalement il faut commencer à opérer. Ik had die al, ik had die al onder een vuus gelegd en alles. En ik heb nog even getwijfeld, zou ik antidoot geven, maar ik heb dat dus niet gedaan. On est venu habiter ici juin 2005. Et donc j'avais dit, je vais faire un petit cabinet ici, je vais mettre un vaccin, un chat anglais et stériliser un petit chat, mais c'est devenu beaucoup plus grand que ça. Au début, je voyais une personne par jour. Après, ça montait petit à petit. Donc du coup, on a dû agrandir le cabinet pour faire une deuxième salle pour Anne. J'ai de la chance que les gens ils veulent venir. Je le vois comme ça. Ça va être un petit peu plus... je sais pas. Mais là, elle est sur 3,5 là. 3,5, et voilà. Ils sont descendus déjà le col. Donc elle était bien pleine. Hein. Ouais. C'est bien mieux que ça. Voilà, là. Là, il y a l'embryon. La petite tête. Super, hein? Donc c'est trop de confirmer avec le bout, c'est top. Hein? C'est trop de confirmer
journée en 2 jours, c'est top. C'était mon rêve de faire aussi un petit peu de vaches, mais je savais que ça aurait été très très dur. En Normandie, par exemple, en Bretagne et tout ça, ils sont déjà beaucoup plus habitués à voir des filles. Ici, non, une fille, c'est pour faire le chien et le chat et ça s'arrête là. Mais moi, parce que j'ai toujours été honnête aussi, que j'ai pas la force d'un homme de 80 kilos. Quand je fais la césarienne, je peux pas sortir le veau du ventre. Il faut qu'il m'aide. Quand je fais un vélage, il faut parfois de l'aide physique pour sortir le veau. Je suis là pour la technique et pour la guide, mais j'ai pas la force comme un homme de 80 kilos, non. Faites une dizaine de jours. Et pareil, un petit peu de bétadine ou teinture d'iode, c'est encore mieux. Hein. Ouais. Et faire l'alternance. Et parce que là, j'ai de nouveau enlevé le croûte. Je ne pensais pas que je pouvais l'enlever. Mais quand même, c'est bien. Peut-être c'est resté de la dernière fois aussi parce que c'était quand même bien attaqué la dernière fois. Parce que là, on a que ça. Oui. Et c'était ça. Hein. C'est quoi qui coince? Tu peux pas brancher un ampli là-bas? Il y a 2 outils là-bas. Ça peut être très difficile d'arriver à la campagne quand vous connaissez personne. Il y a un peu ce côté où il faut faire ses preuves en tant que nouvel arrivant avant que les gens t'acceptent complètement, quoi. Et ça, je pense que ça prend plusieurs années, quoi. C'est pas quelque chose qui se fait en une jam session, quoi. Vraiment, ce qui m'intéressait à la jam, de faire une jam et de faire une soirée, c'est de faire un moment où les gens se font leur divertissement. C'est d'avoir une dynamique, quoi, autour de la musique. Alors maintenant, ça va être Sylvain et Sarah qui vont nous chanter. Si ça devient une soirée où les gens, où ça fédère les gens et ça mélange les gens qui dans la vie de tous les jours n'auraient aucune raison de se côtoyer, ben tant mieux, quoi. Moi, c'est ça qui m'intéressait, quoi, c'est que ça soit un bon vendredi soir, une fois par mois, où les gens peuvent se retrouver au café. Ça c'était Mandy et Bar. Eh bonjour. Ça va? Ouais. Je crois que j'en ai eu qui a du diabète comme moi. C'est vrai? Elle est aveugle. Elle va plus parce qu'elle se perd. Elle se perd, oui. Je comprends. Oui, mais là, si tu veux, c'est le président du conseil général qui vient. Voilà, et Black, tu vas te coucher. Et donc, voilà, si tu veux, parce que comme pour les élections sénatoriales, si tu veux, je vais faire un peu campagne, si tu veux. Ouais. Donc, Tu vas essayer de venir. si tu peux, c'est bien, si tu peux pas, voilà. Depuis la dernière élection de 2014, je suis aussi maintenant élue au conseil municipal. Je suis quand même contente. Et c'est pareil, c'est un honneur que je suis votée. Ouais. C'est une reconnaissance, tout à fait. Voilà, comme ça c'est fait. Moi j'envoie tout ça au labo et on attend tout ça. Bon, ok. D'accord? Allez, Ok. bisous. Allez, Bisous, ciao, ciao. Peut-être à tout à l'heure, hein? Ah, oui, tu vas faire de mon mieux. Ouais, mais ça marche. Pas de soucis. Allez, bonne soirée. Bisous, Huguette, bye. Ciao. Ciao. Bon, moi sur ce, il me faut aller sortir les brebis. Je te laisse et je te dis à bientôt. Allez, ciao. Allez, Black, viens. C'est